T'as l'œil qui gonfle et t'as du sang qui est bloqué et t'as de la graisse qui se coince. C'est la même chose, boxe thaïlandaise? Oui. Le foot et le football, c'est pareil, Bilal? Ah, il est gourmand. Oh, il gourmand. Ah, il est gourmand. Quand tu allies le meilleur de chaque business, tu arrives à la performance. Chers joueurs, dans le langage commun, vous êtes une espèce rare, ce que l'on appelle un performeur. La performance ne s'annonce pas, elle se joue et elle se raconte. Ce soir, vous avez accepté d'entrer dans l'arène. Autour de cette table, il y aura des questions, des décisions, des cartes, des prises de risques. Quand le viseur s'allume, le jeu change. Il ne reste qu'un choix à faire et à assumer. La performance ne se résume pas à un résultat. Elle se révèle dans la manière de jouer, d'attaquer ou de tenir. Ici, chaque décision compte, chaque silence aussi. Ce soir, elle va se jouer et elle va se raconter. Bienvenue dans le viseur. On avait plus de thunes de côté et qu'on était dans la merde. En fait, l'école, déjà, c'est le piège avant l'entreprise, tu vois. T'avais un move des mains, toi? Au rugby, non? Le petit coup de pinceau comme ça. Je vais te tartiner le Aujourd'hui, voici nos joueurs. Eddie Snoussi, passé par Salesforce, LinkedIn et Meta, top performer en closing, cofondateur de Smart Funnel et à la tête d'une équipe de plus d'une dizaine de collaborateurs, il transforme la prospection à froid en machine à cash. Bilal Bakouche Sharaf, multi-champion du monde de kickboxing et de Muay Thai, plus de 70 combats professionnels, un KO en 20 secondes pour ses débuts en MMA à l'ARES. Pour lui, la pression n'est pas un obstacle, c'est un terrain familier. Sami Amarir, parti de Le Bon Coin à vendre des téléphones, il fonde DBC Electronics et développe plus de 10 boutiques en France et en Belgique. En transformant les réseaux sociaux en véritable levier de croissance, il impose DBC comme un acteur majeur de la téléphonie reconditionnée. Antoine Contino et Hugo Verlet, cofondateurs de Striker Agency, ils incarnent deux visions de la performance, le terrain et la data. En 12 mois, plus d'1,2 million d'euros de chiffre d'affaires, plus de 15 millions d'euros générés pour leurs clients, une centaine de collaborateurs pilotés. Aujourd'hui, ils construisent des machines commerciales capables de performer sous pression. Ils ont tous accepté de jouer, de s'exposer. Première partie, retour à l'essentiel. Objectif, atteindre 21 sans jamais le dépasser et battre la banque. Ici, tout est une question de lecture. Prendre une carte, s'arrêter, avancer ou sécuriser. Chaque décision construit votre position. La table est ouverte. Banquier, distribué. Première manche. Vas-y, mon grand. Choisis bien. J'aime trop comme les débuts de partie sont... Sous tension. 18. Uno. Je reste là-dessus. Reste à 18. Oui, monsieur. 14. Tire. 16. Aïe, aïe, aïe. Ça tire, ça? Je reste. Plus de cartes à 16? Non. Très mauvaise décision. 6 ou 16? Ouais, j'hésite. C'est un choix difficile. Bilal, tu es dans le viseur. Déjà Bilal, Ah, pardon. 5 fois champion du monde de kickboxing. Quel est le combat qui vous a fait comprendre que vous étiez fait pour ça? C'était le combat où je me suis pris une fracture du plancher de l'orbite. J'ai voulu arrêter. Je pense que c'est la première fois de ma vie où j'ai hésité. Je me suis dit, je pense que je suis pas fait pour ça. Et 3 jours après, après avoir dormi, même pas dormi en fait, je me suis dit finalement tout ce que j'ai fait, faut que je continue. Et j'ai un truc à faire. Et après cette expérience, 5 titres mondiaux et plusieurs autres combats, dont un KO en 20 secondes. C'est arrivé en début de carrière, Non, c'était en milieu, à 20 ans. Donc j'ai commencé à 13 ans. À 20 ans, 21 ans, ça m'est arrivé. Et là aujourd'hui, j'en ai 30. Donc on peut dire que c'est la moitié. Ok. Et qu'est-ce qui a fait que ce combat, justement, il a été... C'était le premier, je pense, combat important contre un top taille. Donc c'était mon deuxième combat pro. Là, c'était avec des combats des gants de MMA en boxe taille, donc très dur, des impacts très forts. Ouais, je me suis vraiment dit, ouais, ça fait mal à boxe. Alors, au début, je croyais pas. Je me suis dit, c'est un jeu, on s'amuse, comme là maintenant. Et en fait, non, j'ai vraiment eu mal et je me rappelle, j'ai eu beaucoup de séquelles. 3 jours où j'ai quasiment pas dormi. Et ensuite, je me suis dit, non, je peux pas lâcher maintenant, il y a encore trop de choses à faire et j'ai bien fait de continuer. Et justement, ça c'est toi, comment tu l'as vécu, mais ta famille, comment justement ils vivent ce genre de... Ah, mais je me suis caché. Ah ouais. Fallait pas me voir. Parce qu'à 20 ans... Fallait pas me voir. Non, mais j'étais en Thaïlande. Ah oui, un sacré expérience. Ah, c'était en Thaïlande en plus. Attends, je suis arrivé à Abu Dhabi. J'avais une escale à Abu Dhabi. Je me suis fait arrêter par la police. Il m'a regardé parce que j'avais un coca et tout.
Mais c'est quoi l'orbite? Tu disais l'orbite tout à l'heure. Plancher de l'orbite, c'est juste là. Moi, c'est les planètes, quoi. Ok, c'est là, tu t'es cassé sous l'œil, quoi. Mais c'est quoi, c'est une fissure ou Ah, c'est fracture. Donc en fait, t'as l'œil qui gonfle et t'as du sang qui est bloqué et t'as de la graisse qui se coince. Et en fait, faut surtout pas appuyer, ça, faut le savoir, faut surtout pas appuyer quand t'as une fracture parce qu'en fait, tu coinces la graisse et donc faut laisser l'œil gonfler. Sinon, on m'a appuyé. Et en fait, tu vois double quand tu regardes vers l'extérieur, vers le haut, pardon. Pour tes combats de rue, Eddy, tu vois, c'est bon à savoir, quoi. Ouais, non, mais c'est clair, ça arrive souvent. Et du coup, ta famille, elle t'a jamais vu dans un état... Non, franchement, ça va. Là, j'ai eu le temps de récupérer avant de rentrer, mais non, j'ai jamais eu vraiment de séquelles au visage. Ça se voit plutôt bien. Ouais, Ça va. Ouais, c'est un beau gosse. Ouais. Non, t'es très beau, Bilal, t'es très beau. Merci. Et je suis plutôt un combattant technicien, donc qui prend pas trop de coups au visage en général, donc ça va, je suis plutôt content. T'as changé ta boxe après ce combat? Ouais, je pense que j'ai été un peu plus agressif et j'ai vu la boxe différemment. J'ai vu de la boxe style, enfin de la boxe thaïlandaise. Exactement. Ok, c'est la même chose, boxe thaïlandaise? Oui. Ok, c'est ok, la Mais contraction. le vrai terme, c'est Muay Thai. Muay Thai. Le foot et le football, c'est pareil, Bilal? Et du coup, j'ai vu ça en Thaïlande il y a 3 mois. Est-ce que tu peux me raconter comment ça se passe le début? Parce qu'en fait, c'est pas juste un sport là-bas, c'est une institution. C'est un art martial. Ouais. Et du coup, il y a un bail de danse au début. Exactement. Est-ce que tu peux nous faire une choré d'ailleurs? Je te fais la choré, mais je te fais le combat après. Ouais, si tu peux décrire rapidement, parce qu'en vrai, c'est ultra En fait, impressionnant. dans la boxe thaïlandaise, t'as le ramwe, donc le wai kru, pardon. Déjà, t'as un rituel, t'as une tradition, donc le bonkon que tu mets sur la tête, ce qui est obligatoire pour entrer sur le ring pour combattre. T'as les prajet qui sont pas obligatoires, c'est béni par les moines en Thaïlande. Il faut passer au-dessus des cordes, pas en dessous. Quand t'as le bonkon, c'est une marque de respect aussi, donc toujours passer au-dessus des cordes. Quand la musique elle démarre, donc il y a le wai kru, c'est les 4 contourings que tu fais pour saluer, pour te porter bonheur, pour aussi t'imprégner du stade et du ring. Et ensuite, t'as le ramwe, donc au centre, la danse qui permet de remercier ton entraîneur, tes coéquipiers et ta famille, et aussi pour ceux qui sont religieux, ta religion, ton... Et ça dure longtemps. Genre, c'est une danse, ils sont comme ça, ils font des trucs comme ça, et ça dure vraiment longtemps. Exactement. Il faut savoir, c'est que chaque ramwe est propre à un club en Thaïlande. Donc, les mecs qui sont très forts, en regardant ton ramwe, savent de où tu viens. Ok. Ils peuvent savoir de où tu viens. Et du coup, ça intimide ou pas l'adversaire? Ah, quand t'as un bon ramwe, ben le mec, quand tu le vois qu'il est stable, qu'il est bien ancré, qu'il tient sur une jambe, etc., tu te dis, ouais, il sera solide, ce mec-là. T'avais un move des mains, toi? Ouais, j'ai un petit move. Tu peux voir vite fait? C'est comme au rugby, non? Ah ouais? Le petit coup de pinceau comme ça. Je vais te tartiner le comme ça. Non, mais après, c'est spécial, mais en vrai, c'est un bon échauffement aussi. C'est un bon échauffement et ça permet aussi de redescendre la pression et le stress. La voix vous remercie. Banquier, reprenez. 6 ou 16. 6. Je suis le droit de changer? Non, vous pouvez simplement tirer ou bien rester à ce score. Ah, ok, bah, Et tire. donc vous resterez à 16 cartes. Ouais. Ah, bah, c'est bon! 8 ou 18. Par contre, tu vas changer de ton avec le chef de la MMA. Attention, toi. 8. Vous pouvez simplement soit tirer ou rester. Ah, ok, Si vous c'est une restez, ce question. sera rester à 18. Tire, s'il te plaît. Carte à 8, 18. 12. Continue. Ouais. Ou non? Tire. Impératif. 22. T'es mort. Oh, Jesus. Bon, bah là, c'est Orbite. Et il m'intimide Orbite un peu Saturne. quand même. Hein. Il est violent, le banquier. Il n'est pas là pour Ouais, il joue un rôle. On va bien s'amuser. Il est pas là pour rigoler. Très beau concept. Franchement, j'ai jamais joué au blackjack et en vrai, j'ai pris du plaisir et c'était intéressant de rencontrer ces profils et d'échanger avec les personnes et de partager nos expériences. 9. Ouais. 19. On s'arrête là. Reste à 19. On va rester à 19, on va rester là. 20. Reste à 20. À la banque. 17. Ici. 20. 19. Et 18. 3 gagnants. Merci, monsieur le couplé. Avant la suite de l'épisode, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à activer la cloche, à mettre en commentaire quel est le prochain performeur que tu veux voir dans le viseur, un sportif, un entrepreneur. À toi de nous dire, on fera tout ce qu'on peut pour le ramener en tout cas. Deuxième manche. « 17. Je reste. Reste à 17. 7, 17. 7 Je reste. 17. Reste à 17. 17. 13. 4 à 13. 23. Samy, tu es dans le viseur. Samy, vous avez construit DBC Electronics en partant de la vente de téléphone sur Le Bon Coin. Quel a été le déclic qui vous a fait passer de vendeur particulier à chef d'entreprise? En fait, le problème avec Le Bon Coin, c'est que en fait, t'es vite limité par les trajets. Parce que quand on a commencé, on mettait une annonce sur Le Bon Coin. Donc on devait faire le rendez-vous pour acheter le produit et le rendez-vous pour vendre le produit. Donc ça créait 2 rendez-vous
à 2 endroits différents en Ile-de-France. Donc, c'est ça en Ile-de-France. Et lorsque on a voulu scaler, faire beaucoup plus de ventes, on devait du coup trouver une méthode pour acheter les produits au même endroit et les vendre au même endroit. Et le moment où on a décidé de passer cette étape-là, ça nous a permis du coup de ne plus se concentrer sur la logistique et se concentrer sur le nombre de clients qu'on devait ramener. Et donc du coup, on a pu mettre en place des stratégies sur les réseaux sociaux. Notamment à l'époque, c'était Snapchat. Donc c'était un réseau social qu'on utilisait beaucoup. J'avais 16 ans. Et 16 ans. Et on a continué le Bon Coin. C'est-à-dire que même en devenant chef d'entreprise, j'ai continué à travailler sur le Bon Coin parce que c'est un levier d'acquisition qui est pas négligeable, surtout pour de la seconde main. Je pense que vous avez tous allé sur le Bon Coin déjà au moins une fois dans votre vie. Et en soi, donc le fait de dire que le Bon Coin est chef d'entreprise, en fait, c'est des choses qui vont ensemble. C'est juste que on a dû structurer un peu nos techniques de vente, nos techniques d'acquisition pour les rassembler au même endroit, c'est-à-dire dans un point de vente. On pouvait accueillir le client. Et du coup, ça nous évitait de faire des déplacements. Et donc, du coup, on a pu passer de une vente par 2-3 jours à plus d'une dizaine, plus d'une vingtaine de ventes par jour sur un point de vente. Jusqu'à même après avoir mis en place les stratégies sur les réseaux sociaux, notamment avec les influenceurs, on a pu faire jusqu'à 100 ventes par jour sur un seul point de vente. Le record qu'on a fait sur un point de vente, c'était 145 ventes. C'est-à-dire 145 particuliers, c'est pas des... Et en termes de chiffre d'affaires? En termes de chiffres... Sur une journée, ça fait quoi? Sur une journée, ça fait 145 avec un panier moyen à 300 €. Si mes calculs sont bons, ça fait 45 000 € je crois de chiffre d'affaires. La voix vous remercie. Banquier, reprenez. 7. Carte. 9. Carte. 19. Stop. Reste à 19. Eddy, tu es dans le viseur. Eddy, Salesforce, LinkedIn, Meta, vous avez travaillé dans les plus grandes entreprises tech. Pourquoi tout quitter pour lancer Smart Funnel? En vrai, c'est assez simple. Avant d'avoir créé Smart Funnel, j'ai lancé une dizaine de boîtes avec mon associé Dylan que vous connaissez, qui ont toutes floppé les unes après les autres. Et à un moment donné, en fait, on s'est juste dit qu'il fallait y aller à fond, donc on a mis ça de côté. Et je pense, et c'est vraiment un truc qu'on retrouve dans des grosses boîtes, vous avez peut-être expérimenté, même vous d'ailleurs, souvent quand on a des grosses boîtes, tes managers et ta direction, ils souhaitent que tu ressembles vraiment aux autres et aux process précédents des années précédentes. Et du coup, je n'avais pas trop de place justement pour m'exprimer et avoir de la créativité. À l'époque, je postais déjà sur LinkedIn et je ressentais que ça dérangeait un peu que, en fait, j'ai plus de visibilité que mes N+1, N+2. Et ma façon de faire, donc quand j'ai été recruté notamment chez Salesforce, c'était la prospection vidéo et vocale qui a fait qu'ils se sont dit ouais, on recrute un ovni. C'était ok du coup de me recruter pour ça parce que ça faisait bien dans l'équipe d'avoir un jeune qui avait un peu une méthode assez innovante. Mais derrière, avec le temps, vu que mon style de management aussi il était assez innovant, du coup ça a dérangé. Donc en vrai, ça crée un peu une friction un petit peu. Et du coup, au bout d'un moment, avec Dylan, ça, on a voulu vraiment lancer le truc à 100% à notre façon, quoi, en vrai. Parce que du coup, les 10 boîtes auparavant, c'était en parallèle. Exact, toujours en parallèle. Ouais. Donc il n'y avait pas un focus non plus à 1000% en mode si je fais pas d'oseille, j'ai rien à la fin du mois. Quoi. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai lancé du coup au début Smart Funnel, qui s'appelait au début Regular, on travaillait pour des restos et tout. C'était trop bien parce qu'on travaillait avec des commerces de proximité, c'est un secteur qui est très plaisant, etc. Mais c'était bien, on faisait un peu d'argent, mais on n'a pas des parents qui ont beaucoup d'oseille, on a un petit réseau, enfin voilà. Et en fait, le moment où on a eu le déclic de vraiment lancer du coup notre boîte et d'y aller à fond, c'est quand justement on n'avait plus de thunes de côté et qu'on était dans la merde. Et c'est là où vraiment on s'est bougé pour aller vendre du high ticket, aller chercher nos clients aujourd'hui et développer notre tech davantage, quoi. Quand t'es dos au mur, quoi, c'est là où tu réagis le mieux en tout cas. Ouais, clairement, ouais, clairement. C'est un peu aussi l'exemple quand tu fais de la boxe ou autre. Bon, on va un peu essayer il y a quelques mois. Quand tu t'entraînes et tout, c'est marrant, mais tu te rends pas compte de l'intensité. Au moment où t'es dans le combat, t'es crevé parce que ça fait un round et que t'as un mauvais cardio, et que t'es vraiment en difficulté, c'est là que tu vas puiser ton énergie pour aller, tu vois, pouvoir te relever et tout. Je te rassure, moi, ça m'est pas arrivé. Ça m'est pas arrivé d'être fatigué au premier round, mais je vois ce que tu veux dire. Je pense dans le sport et dans la vie entrepreneuriale, c'est la même chose. C'est quand t'as plus rien, en fait, que tu trouves des idées, que en fait, tu sors. J'ai l'impression que c'est là où j'étais le plus créatif, quand j'avais rien, en fait, que j'ai l'impression d'avoir tout justement à ce moment-là. Ouais. Et c'est assez drôle parce que je suis entrepreneur et du coup, je le constate à des moments où c'est difficile. Et en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien. Et c'est aussi parfois le lâcher prise, le fait de se dire, en fait, c'est quoi, tant pis. En fait, tout vient tout seul naturellement. Ouais, totalement aligné. Ouais. Et c'était la première boîte, Smart Funnel, avec ton associé ou pas? Ouais, du coup, on avait eu plein de petits projets side, mais qui étaient jamais 100%. Les projets side que tu faisais, ouais. C'était avec Dylan? Toujours, ça a toujours été avec lui. Depuis le lycée.
Bah, tous les flops, c'était avec lui. C'est 10 flops, comment C'est pas déjà le feu. Le jeu finalement est assez simple, même s'il faut un peu de strat, le jeu est assez simple, mais j'aime bien justement le fait que le jeu est finalement au centre et que derrière tout ce qui tourne autour c'est de la discussion. Et là pour le coup c'était de la discussion naturelle, limite on sortait au tac nos réponses et nos discussions. C'est là où il y a de l'authenticité quoi. Comment tu définis un flop? Comment tu dis, ouais, bon, cette entreprise, c'est un flop, c'est bon, stop? Bah moi mon truc c'est la prospection, donc Dylan lui c'est un peu le cerveau et aussi prospection, mais moi c'est vraiment prospection. T'es là, tu contactes, t'essaies de vendre et tu sens qu'au moment de la vente, bah t'y arrives pas, que t'as pas l'attraction, tu sens que ça fonctionne pas au bout de 2-3 mois, du coup tu pivotes. Positionnement qui est pas. Donc c'est le produit que tu vends que tu modifies ou c'est le service que tu vends? C'est tout mec. Franchement j'ai vendu vraiment des trucs très différents et je pense le moment, en fait juste la fois d'avant on a lancé Smart Funnel, on a réussi à concrétiser une vente et juste avant la signature de cette vente, c'était une grosse école de commerce qui voulait acheter notre truc. Bah, on a fait non, en fait on a pris un coup de pression, on a fait on va se lancer dans un truc, on a nos entreprises à côté, donc c'est beaucoup de responsabilités. Quelques mois après, on a coupé nos jobs et on s'est lancé, ouais. Les 10, c'était pas ensemble, hein. Les 10. Ah non, c'était pas simultané. Voilà. C'était on en teste une, ça flop, on en teste une, ça flop, etc. Et tu t'as te eu des relances échecs, pas. toi? Entrepreneuriaux? Ça peut être dans la vie aussi. J'avais des projets et des idées, mais j'ai jamais mis le moyen de mes ambitions. Et au début, je comprenais pas comment ça fonctionnait, tu vois, Ok. un business, tu vois. Quand tu sors d'école de commerce, tu veux forcément monter un business physique. Parce qu'on te montre ça, tu connais que des grandes boîtes. Et en fait, on te dit pas que tu peux être freelance et bien gagner ta vie comme ça. Quand j'ai découvert ce monde-là, j'ai compris en fait qu'il y avait un autre monde. Ok. Et ça a été la vraie porte d'entrée pour moi. Et sinon, des vrais échecs, non. Je touche du bois pour l'instant. Banquier, reprenez. 16. Ou tu veux me parler sur un autre ton, toi? Allez, un peu plus. Un peu plus une carte. Tu peux tirer une carte, oui, si tu veux. 26. Tu sens qu'il est content. Moi, je suis content, en tout cas. À la banque. 10. 20. 19, 17, 17. Aïe, aïe, aïe. Quoi, tu perdu? Bien fait de la tenter. Ouais, parce que la banque a plus. cette manche. Putain, j'adore ce jeu. Ah, je suis content, là. Troisième et dernière manche. Pourquoi il est... Ah oui, d'accord. Antoine, il a des tirages là depuis le début. C'est un truc de fou. 16. Tiré. 24. T'es mort. Ciao. 11. Ouais, tu peux tirer. 14. Tu peux tirer encore. Ah, il est gourmand. Oh, il gourmand. Ah, il est gourmand. 20. Ouais, il a raison. Reste à 20. Quoique, ouais, non, je pense qu'on va rester, ouais. Reste à 20. Ouais, Tu devais tenter là, ça. 20. je rigole, c'est un Reste à as. 20. 10 ou 20. T'as pas tiré? Ah oui, bah 20, non? Peut-être c'est un as, hein. Reste à 20. Oui, monsieur. 6 ou 16. Hugo, tu es dans le viseur. Bleu. Hugo, aujourd'hui, vous êtes reconnu pour votre vision stratégique. Mais d'où vient cette manière de décider? Je suis quelqu'un de très cartésien. J'ai deux aspects. J'ai un aspect où j'ai 1000 idées à la minute. Antoine empathie de ça. Le bombarder d'idées qu'on peut mettre en place dans la boîte. Et j'ai un côté en moi qui est très cartésien et très raisonné. Donc en fait, j'ai plein d'idées, mais je mesure à chaque fois le risque de mettre en place cette idée dans mon business. Pour moi, c'est un gros avantage que je peux avoir par rapport à mes concurrents. Et je passe beaucoup de temps à regarder ce qui se passe sur le marché pour toujours essayer d'être en avance sur le marché du digital. En m'inspirant beaucoup de ce que j'ai vu dans le corpo, Antoine aussi, ce qui nous permet d'allier les deux mondes. Donc je pense que c'est les deux facteurs de succès que je peux identifier. Je vais bien rebondir sur ça. Parce que vous deux, vous avez parlé justement de corporate. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes issus de ce milieu de corporate. C'est ça qui vous a permis d'entreprendre. Mais est-ce que vous inspirez, par exemple, d'autres marchés? Par exemple, je sais pas, le marché américain Dans le monde corpo, tu es habitué à une certaine rigueur dans le travail. Tu es habitué à des normes, à des process que tu ne te retrouves pas du tout dans le monde du digital. Donc en fait, quand tu arrives avec tous ces process-là, et même dans la prestation de service, quand on bosse avec des TPE, des PME, des startups, on se rend compte qu'elles sont pas du tout le niveau de standing que tu peux trouver dans le monde corpo. Quand je dis corpo, c'est vraiment les grosses boîtes, hein. Donc en fait, déjà, quand tu as baigné là-dedans, tu arrives rapidement à insuffler d'autres choses. Et après, le monde du digital, il a des forces qu'on retrouve pas dans le monde corpo, ce qui fait qu'en fait les deux ont leurs forces. Je donne un exemple, les infopreneurs, ils sont hyper bons en marketing, ils sont hyper bons en communication, ils ont plein de skills qui leur permettent de faire beaucoup de cash. Par contre, en termes de structure de boîte, ça n'a rien à voir avec le monde corpo et le monde corpo a beaucoup à leur apporter. Donc en fait, moi je crois vraiment que quand tu allies le meilleur de chaque business, tu arrives à la performance. Et le marché américain, moi, il m'inspire sur le côté marketing, communication. Par contre, le reste, je le maîtriserai pas et je pourrais pas plus en parler que ça. Est-ce que tu penses qu'il faut passer par là pour avoir plus d'assurance sur l'entrepreneuriat, ou est-ce que tu penses que quelqu'un peut passer ou n'est pas obligé de passer par le corporate? Ouais, c'est une super question. Moi, je pense que le monde corpo,
ça t'apporte une rigueur de travail, ça t'apporte de la méthodologie. Par contre, ça te bride aussi. Moi, ça m'a beaucoup apporté et je pense pas que je serais l'entrepreneur que je suis aujourd'hui à ma petite échelle sans être passé par là. Bah, tu vois, moi, j'ai fait des stages. J'étais en lycée pro, j'ai fait des stages. Et en fait, ça m'a dégoûté. Je me suis toujours dit, je veux pas être salarié. Et du coup, en fait, j'ai toujours été sur le terrain. J'ai commencé sur le terrain, en fait. Et après, j'ai continué, j'ai développé, mais j'ai d'abord démarré sur le terrain. Et ça, du coup, j'en suis aussi content parce que moi, j'ai pas réellement connu ce monde corporate. Comme tu le dis, tu vois, avec les bases, les codes, etc. En vrai, tu l'as connu quand même. Et t'as vu ce qui t'a pas plu, donc ça t'a permis de créer ton univers, tu vois. Donc c'est aussi une chance. Ce qui veut dire qu'il n'a pas eu le côté structurant. Ouais, je suis d'accord, je comprends. Tu vois, un stage, est-ce qu'on peut dire que c'est réellement du corporate quand t'es en stage? Non. Moi, j'irais même plus loin que le côté corpo. Moi, justement, je pense que le fait de rentrer en entreprise, c'est un frein à l'entrepreneuriat. Et même avant l'entreprise, t'as l'école. En fait, moi, tu vois, j'ai fait une classe prépa. J'ai arrêté en classe prépa pour me lancer dans mon activité entrepreneuriale qui n'a absolument rien à voir avec ce que je faisais en prépa. Tu vois, je faisais des maths et de la physique. Et là, je vendais Bigo. Même les écoles de co, c'est la même. Exactement. Et en fait, l'école, déjà, c'est le piège avant l'entreprise, tu vois. Bah après, ça dépend, je pense, comment tu entreprends. Moi, j'ai eu la chance de rentrer par la grande porte. J'ai toujours imposé ma plume et mon rythme. C'est-à-dire, quand j'arrivais, les gens savaient que j'étais un sportif et moi, je pouvais partir 2 semaines pour des championnats. Et je leur disais, le sport, ça restera toujours ma priorité. Ils le savaient. Le chef qui lui dit non. Il y en a qui ont essayé et qui aujourd'hui ne sont plus là. Moi, les gens m'ont connu en tant que boxeur, donc c'est l'avantage. Et j'ai toujours imposé ça. Et les gens en classe prépa savaient que j'étais boxeur. Je me suis d'ailleurs pris la tête avec des gens en classe préparatoire, avec Antoine, enfin, il m'a connu là-bas aussi, où ils n'aimaient pas que je parte justement pendant 2 semaines. Ils disaient, mais d'où le mec qui part 2 semaines et il est excusé, etc. Enfin, nous, on n'a pas le droit de partir. Et ça m'a beaucoup causé des soucis, mais pas avec les profs, plus avec les camarades de classe. Classe prépa de ECP, donc 3 ans de prépa, un an de remise à niveau, 2 ans de prépa normale, parce que je viens d'un bac pro. Et après, j'ai fait une école de commerce. Et du coup, t'as pas regretté ton bac pro? Non, parce que réellement, je pense que ça m'a ouvert les yeux. Ouais, ça m'a ouvert les yeux. Bon, déjà, j'étais dans une classe de 32 filles en seconde. Moi, j'avais 24 filles. Ah ouais? Ah ben voilà, tu vois. Et t'as toujours ces 2 variantes. T'as les mecs qui disent la chance et t'as les filles qui disent oh le pauvre. Du coup, tu comprends. Parce qu'en vrai, j'en ressors, j'ai beaucoup appris. Mais ouais, ça. Vive les femmes et abonne-toi à la chaîne YouTube. La loi vous remercie. Banquier, reprenez. 6 ou 16. Je tire. 16. Oh, vas-y, hein, faut prendre des risques là, c'est le moment. Je reste. Carte à 16. Ah, c'est le côté cartésien, à ça. la banque. Je peux pas ressusciter. 17. Oh, putain. 3 gagnants. 20 et 20. Moi, je me sens moins seul. Il a gagné les 2 parties précédentes. Là, c'est. Il avait full bonne carte. Il a une belle C'était main la là. 3e et dernière manche. Félicitations. La première partie est terminée. Les joueurs en pole position sont Antoine, Eddy et Samy, avec 2 jetons de victoire. Là où tout a changé aussi, c'est quand on s'est dit on y va à pleine balle et on assume et on pose nos cojones sur la table. Est-ce que vous vous rappelez du moment précis où vous êtes là en mode c'est vraiment la merde là? Si le client vend pas, en fait, nous, on peut mettre les meilleurs commerciaux du monde, Ouais. ils vendront jamais mieux que lui.